Merci de prendre à chaque fois ce temps sur la pause déj. On est à chaque fois très ravis des Lunch and Learn et des invités de marque qui participent à ces Lunch and Learn. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Samuel Sauvage, donc qui est l'un des cofondateurs de Hop, Halte à l'obsolescence programmée, qui est une association que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître. Et si c'est pas le cas, vous allez découvrir l'ampleur des avancées qui ont été notamment permises grâce au travail de fond de cette association, donc HOP. Halte à l'obsolescence programmée. Et donc, ça va être vraiment notre menu du jour avec Samuel qui est accessoirement aussi animateur de la fresque de l'économie circulaire, comme quoi les synergies entre les structures et les acteurs de l'économie circulaire sont fortes. Donc merci à tous d'être là, de vous connecter au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont nous rejoindre. Mais Samuel, si tu es d'accord, comme on a un temps qui est court, condensé, 45 minutes pour parler, échanger et partager, je te propose qu'on commence. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent, à taper vos questions, remarques dans le chat et à la fin de la présentation de Samuel, ben, on les reprendra pour pouvoir échanger justement avec la salle. Eh ben merci de cette invitation. Alors, merci de prendre ce temps pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur l'obsolescence programmée, sur notre association HOP. C'est vrai que je suis aussi fresqueur et puis consultant sur les politiques d'économie circulaire. Donc on est sur des combats partagés. J'essaye de partager mon écran au passage pour que vous puissiez avoir quelques éléments écrits qui permettent de dérouler notre action. En effet, je fais partie des cofondateurs de l'association en 2015 parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de société civile organisée sur le sujet de la durée de vie des produits. 2015, c'est l'adoption du délit d'obsolescence programmée dans la loi TEPCV. Derrière cette adoption, il y avait, selon nous, besoin d'avoir des associations, enfin une association plutôt, qui pouvait éventuellement poursuivre en justice des acteurs qui pratiqueraient de l'obsolescence programmée. C'était un peu ça l'idée. On ne pensait pas forcément monter une grande asso. On s'est dit, bon, il faut qu'on monte quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, bien, on a grandi raisonnablement, mais maintenant, il y a 6 ou 7 salariés et puis beaucoup de 60 000 sympathisants en France et beaucoup de bénévoles un petit peu partout. On a écrit un livre en 2017. Là, je suis en train d'en écrire un nouveau sur la surconsommation. Voilà, pas mal d'engagements divers. Et justement, Samuel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, d'où tu viens? Et en 2015, donc, tu arrives avec déjà cette maturité un petit peu sur le sujet de l'obsolescence programmée en te disant, bah, il faut entamer en tout cas, il faut un petit peu structurer la réponse juridique à cette problématique. Ton parcours, qu'est-ce qui t'amène à penser ça à ce moment-là? Eh bien, moi, depuis le début, dans mes études à la fois Sciences Po et économie, j'ai toujours voulu essayer de changer le monde à travers l'économie. Je suis économiste par ailleurs. Une des facettes de ces non-sens économiques, c'est ces gaspillages de ressources à travers l'obsolescence programmée. Donc ça fait partie, il y a eu, oui, depuis les années 2010, c'est un sujet qui commence à être documenté en France, notamment avec des ouvrages de Serge Latouche, Bon pour la casse, le documentaire de Cosima Danoritzer, Prête à jeter, qui sort sur Arte dans les années, je sais plus, 2012, quelque chose comme ça. Et puis j'ai une de mes amies, donc Laetitia Vasseur, qui est actuellement directrice de l'association, qui travaille sur la proposition de loi au Sénat
pour punir l'obsolescence programmée. Donc on en échange voilà, quelques-uns et bon, l'idée c'était d'avoir un- un- une force associative autour de ce sujet parce qu'on trouvait que les associations environnementales ne traitaient pas suffisamment. Donc, comme vous le voyez, on a trois grands piliers, le fait de sensibiliser, d'informer, d'influencer les pouvoirs publics, on va en parler pas mal aujourd'hui, et puis aussi engager les industriels. Et par rapport à ça, on a la carotte et le bâton, si on veut faire simple, parce que le bâton, c'est les plaintes en justice qu'on a déposées. Et puis la carotte, c'est aussi ce club, enfin la carotte entre guillemets, c'est promouvoir toutes les initiatives vertueuses. Et c'est bon qu'on le sache au sein de la fresque, et puis globalement dans nos engagements, qu'il y a un club de la durabilité qui rassemble une quarantaine d'entreprises en France qui sont pas parfaites, mais qui ont mené des premières actions pour allonger la durée de vie des produits ou la réparation. Là, il y en a quelques-uns, mais bon, en gros, on a un site qui rassemble nos différents rapports d'enquête plutôt économiques sur les modèles d'affaires liés à la durabilité, qui est donc en général, c'est des documents très intéressants. Et donc l'association, moi je suis bénévole hein, depuis le début, j'étais président, porte-parole, etc. Donc je ne suis pas dans les salariés, mais je peux quand même en parler abondamment. Et pour commencer, il faut définir l'obsolescence programmée. Alors parfois on fait des petits quiz, là on l'a pas mis dans le Zoom, mais on se demande déjà, voilà, c'est quoi l'obsolescence programmée? Est-ce que c'est juste le fait que les produits soient plus réparables? Est-ce que c'est des stratégies pour réduire la durée de vie des produits délibérément pour nous contraindre à en racheter plus souvent? Je pense que vous allez dire ça. Ou un grand complot international. En effet, on a la chance en France d'avoir une définition légale, qui est donc cette stratégie qui est la réponse B, qui dit est interdite la pratique de l'obsolescence programmée, qui se définit par recours à des techniques, y compris logicielles. Ça, c'était un ajout qui a été fait un petit peu plus tard, par lesquels le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. Donc, on a bien ce côté délibéré, le côté réduction de la durée de vie, mais y compris par des voies logicielles. Et c'est un délit, ça veut dire c'est pénal. 300 000 euros d'amende, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, donc ça peut être beaucoup plus. 2 ans d'emprisonnement maximum. Donc le dirigeant de l'entreprise qui pratique l'obsolescence programmée, théoriquement, peut aller en prison. Ce qui est ce qui est unique puisque on a plus récemment le Québec qui a emboîté le pas, mais en termes de pays comme nous, on est les seuls à avoir ce délit. Et ce délit, il vise plusieurs types d'obsolescence que je peux vous rappeler. Il y a l'obsolescence technique, c'est la principe, c'est celle qui vient le plus spontanément à l'esprit, c'est-à-dire les pièces qui sont fragiles, qui sont à côté d'une source de chaleur, le fait que ce soit conçu pour être difficilement réparable. Par exemple, on fait une enquête il y a 3 4 ans sur les lave-linges. On constatait que toutes les pièces qui étaient défaillantes étaient très difficilement accessibles, ce qui fait qu'au final, qu'il y avait besoin de certains outils particuliers. Et donc, ce type d'obstacle à la réparation, ça fait partie de l'obsolescence technique, qui est souvent celle qu'on a à l'esprit. Mais comme je disais, le délit, il concerne aussi l'obsolescence logicielle. Finalement, d'ailleurs, on a un gros exemple en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, on est en 2025, à l'automne, on aura des millions d'ordinateurs qui seront probablement obsolètes à cause de la mise à jour imposée par Windows. Il va donc arrêter d'effectuer le support technique sur le Windows 10, ce qui probablement conduira des millions d'ordinateurs partout dans le monde, notamment toutes les entreprises qui doivent gérer les flottes sans prendre aucun risque de sécurité informatique, eh bien, à renouveler tous les parcs informatiques.
Donc ces questions logicielles, elles sont de plus en plus prégnantes parce que non seulement il y a les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc., mais on a de plus en plus d'objets connectés, comme vous le savez, dans l'électroménager, même dans les grille-pains, dans les vêtements. Enfin, on a de plus en plus d'applications pour faire fonctionner un appareil. Et donc se posent à chaque fois des questions de compatibilité, de taille. On parle d'obésiciel parfois quand on a besoin d'un logiciel beaucoup trop gourmand et que le support, qui est l'appareil, a été conçu quelques années auparavant et ne peut pas se permettre, par exemple, de supporter ce poids-là. Alors qu'en soi, votre téléphone fonctionne, il permet de mener des appels, d'avoir quelques fonctions de base, mais au final, cette obsolescence logicielle, le fait de plus avoir telle ou telle application parce que c'est plus compatible, eh bien, ça va vous conduire à malheureusement abandonner, renouveler votre téléphone ou votre appareil. Et puis, il y a un troisième type d'obsolescence qu'on peut appeler esthétique, marketing, culturel. On a fait d'ailleurs récemment là, à Paris une agora des citoyens sur l'obsolescence marketing et qui vise tous les effets de mode, tous ces messages publicitaires, toutes ces stratégies commerciales, marketing qui vous font croire que votre appareil actuel est d'une certaine manière obsolète puisqu'il ne correspond pas à un standard nouveau de marché parce que, il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouvelles fonctionnalités et donc qui va conduire, bah, notamment dans la mode évidemment, mais pas seulement, à laisser votre produit dans un tiroir, dans une armoire. Il faut savoir qu'on a en moyenne à peu près 2 000 € d'objets inutilisés par foyer en valeur. Et donc, c'est pas qu'il fonctionnait plus, mais c'est que l'obsolescence marketing vous conduit à le renouveler de manière précoce. Le petit aspic est là, s'il fonctionne encore, faudra le revendre. Alors, euh, pardon Marie, c'était une question? Marie, si tu veux, on prendra les questions tout à l'heure. On t'a pas bien entendu, donc si tu veux, tu la reposeras tout à l'heure. Petite question pour continuer. C'est souvent l'exemple, le symbole d'obsolescence. Donc, euh, la petite question sur cette ampoule qui brille sans interruption en Californie. Depuis quand? Pour un petit peu montrer que la durée de vie peut être bien supérieure à ce à quoi on s'est habitué malheureusement. La bonne réponse, vous l'avez peut-être en tête, c'était 1901. Ce qui Ah me ouais. permet de vous faire un petit historique. En fait, c'est comme ça qu'est venue cette question de l'obsolescence programmée. C'est qu'en 1924, on a une sorte de scandale avec le cartel de Phébus, les fabricants d'ampoules qui se mettent d'accord pour réduire la durée de vie. Ils se rendent compte qu'ils vont vendre plus, évidemment, en réduisant leur durée de vie. Et en fait, dans les années 2000, dans les années liées à la crise de 1929, on a Bernard London, bon, un petit peu après, qui théorise, qui dit on va avoir besoin, face à la saturation du marché, on va avoir besoin de renouveler et une sorte de plan de relance, c'est de faire de l'obsolescence programmée. Donc économiquement, c'est ça le substrat de ces stratégies. On a maintenant en France tous un frigo, un lave-linge, etc. On va pas forcément en avoir deux ou trois. Et donc, pour augmenter les ventes, l'obsolescence programmée apparaît comme un des leviers. Autre exemple un peu connu, c'est en 40 avec les collants, parce que ça vous montre bien qu'on ne parle pas que d'électronique ou de produits numériques. Les collants donc, Dupont de Nemours, ils arrivent à concevoir des collants extrêmement résistants qui étaient capables de tracter une voiture et de réellement pas filer. Ils ont fait marche arrière quelques années plus tard à cause du fait qu'ils se rendaient compte qu'ils n'allaient pas en vendre ensuite. Là, ils étaient en train de séduire une clientèle, mais que d'ici 3 4 ans, qu'est-ce qu'ils allaient vendre? Et c'est un des symboles aussi, ce qui nous a conduit, nous, à faire une enquête sur les collants. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une enquête de Hop sur les collants qui montre que à peu près la moitié pour la moitié des consommateurs, consommatrices,
On est sur de l'usage entre 5, 6, 7 usages, donc du quasiment jetable en fait. Voilà, il y a beaucoup d'exemples de ce type et j'aime bien cette phrase, enfin je l'aime bien, je la déteste, mais elle résume bien le sujet. C'est Brooke Stevens qui parle d'instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de posséder quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu mieux et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. Donc là, on a derrière cette phrase toute l'essence de ces stratégies. Évidemment, dans les années maintenant 2000, on a beaucoup de facettes de l'obsolescence programmée grâce ou à cause du numérique qui permet de contrôler la durée de vie du produit au-delà de ses caractéristiques techniques, comme je le disais, avec les aspects logiciels. Et donc, on a maintenant, comme ce qu'on constate avec les smartphones, des cumulards de l'obsolescence programmée, parce qu'en fait, ils jouent de tous les leviers. Il y a des problèmes techniques, mais il y a aussi des problèmes logiciels, il y a aussi des questions de marketing, et tout ça se cumule pour inciter à renouveler un petit peu plus tôt les achats. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que vous le savez sans doute, il y a pas mal de fresques autour. On a une empreinte écologique de près de 3 planètes en France. Vous voyez cette petite carte qui est utilisée dans la fresque, notamment. On a un problème d'empreinte carbone. Dans nos actes de consommation, vous voyez que ça pèse autour d'un cinquième en France et qu'il faut qu'on divise. Alors là, le chiffre n'est pas actualisé, mais on divise par 4 notre consommation et notre impact carbone. Donc, on a vraiment un levier derrière l'allongement de la durée de vie des produits, un levier très important climatique en termes de ressources. Et en termes de ressources, ce petit graphique qu'on avait fait dans notre livre, il montrait bien les enjeux d'utiliser des ressources non renouvelables pour fabriquer des biens conçus pour ne pas durer et créer des montagnes de déchets en aval, hein, puisque globalement, on se retrouve avec une très grande difficulté à réemployer et à recycler ces appareils. Il faut savoir, par exemple, dans un smartphone, on a entre 50 et 70 métaux différents, que c'est des alliages et que c'est à peu près impossible à recycler. Les taux de recyclage sont toujours inférieurs à 10% pour ce type de produit. Et en plus, c'est pas que des produits, on n'a pas qu'un smartphone. Est-ce que vous sauriez estimer combien on a d'appareils dans une maison, en moyenne, en France, en comptant voilà, tout ce qui a besoin d'électricité? Alors, vous faites votre petite réponse dans votre tête. Et malheureusement, la réponse, elle est de 99, hein. C'est qu'on a un suréquipement et une surconsommation liée à tous ces appareils qui vont tomber précocement en panne. Donc ça pose plein de problèmes. Ça pose le problème de ce qu'on appelle le sac à dos écologique d'un produit qu'on utilise aussi souvent quand on parle d'économie circulaire. C'est que voilà, le jean, c'est pas le jean, c'est les 10 000 litres d'eau. Enfin, selon les estimations, certains sont un peu au-dessous, un peu au-dessus, mais c'est par exemple toute l'eau qui est derrière, c'est les 800 kilos de matières premières derrière l'ordinateur, c'est les 70 kilos derrière le smartphone. Et donc, ce poids-là, le consommateur ne s'en aperçoit pas. Et pourtant, il est central quand on appréhende l'impact d'un Non, produit. c'est bon. Mon Dieu. C'est donc une question d'épuisement des ressources, de gaz à effet de serre, de déchets. Et puis, ce qui est incroyable avec ce combat, c'est qu'on est sur à la fois de l'écologique, mais aussi du social. Du social, pourquoi? Parce que quand on dit fin du monde, fin du mois, souvent ça s'oppose. Là, en l'occurrence, ça va ensemble. Avoir des produits plus durables, c'est faire aussi des économies et c'est en même temps préserver nos ressources. D'où cet adage de grand-mère, un petit peu, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. C'est un enjeu de qualité de vie, c'est un enjeu également social, dans le sens où les premières victimes de l'obsolescence programmée sont souvent les ménages les moins dotés, qui achètent l'entrée de gamme, qui sont pas bien informés, etc., qui se retrouvent à donc renouveler des achats. Et à la fin, quand on regarde sur 10 ans, ils ont dépensé plus que le ménage riche qui a acheté un produit durable dès le début.
Donc on a vraiment des enjeux très importants, y compris économiques, hein, puisque c'est aussi de l'emploi local, etc. Alors que tout ce qui est importé ne crée pas beaucoup de valeur en France ou en Europe. Donc ça tombe bien, c'est aussi un peu ce qu'on voit dans la fresque avec ces exemples hein, sur ces enjeux de ressources et d'impact générés dans une consommation effrénée. J'ai un petit peu l'œil sur la montre, Samuel, donc je me demande si on peut aborder avec toi maintenant justement la manière dont vous avez adressé ces Ouais. questions-là. Bah, voilà, t'allais y venir, j'imagine. J'anticipe un tout petit peu. Non, mais merci. En plus, c'est bien que je pense qu'il y aura des questions très riches, donc il faut qu'on se garde un petit peu de temps. En gros, on a déposé plainte. Voilà, vous regarderez à la fois sur les imprimantes, sur des problèmes de cartouches qui ne sont pas vides alors qu'on vous dit qu'elles sont vides, sur des problèmes de l'imprimante qui s'arrête au bout d'un certain nombre d'impressions. Alors que techniquement, il n'y a pas de raison. Sur les cas des iPhones à deux reprises, il y a la dernière sur une notion que vous connaissez peut-être pas, qui est celle de la sérialisation. Le fait que les pièces maintenant d'un smartphone sont interconnectées avec un numéro de série. Et donc, quand on en change une, il y a une sorte de blocage, de verrou logiciel qui fait que l'appareil reconnaît que ce n'est pas la pièce initiale et que si on n'a pas le bon certificat, notamment d'Apple par exemple, eh bien ça peut créer des dysfonctionnements sur le téléphone, ce qui nuit aux réparateurs indépendants qui ne sont pas forcément répertoriés par Apple ou ce qui nuit à ceux qui veulent le réconditionner, le réemployer parce qu'ils veulent le bidouiller et en pratique, il y a des verrous. Et donc cette action de justice donc, que vous menez en 2022, le résultat, parce que ça, je découvre moi ce sujet-là. Alors Euh, celui-là, il n'y a pas de résultat. ok. Par contre, il y en a eu un sur 2017. Je saisis l'occasion, c'est que Apple a été condamné. Pardon, condamné, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'ils ont accepté une transaction euh, pénale. Donc, ils ont accepté une sorte de plaidé coupable et ils ont accepté de payer une amende de 25 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse par omission. Donc, ça, c'était notre plainte de 2017 qui disait, voilà, qui posait le problème de la mise à jour de nombreux téléphones qui avait ralenti considérablement, à peu près 50%, les capacités des téléphones concernés, et donc beaucoup de consommateurs eh bien, avaient changé d'appareil. Pardon, Samuel, je peux intervenir? Vas-y Aurélie. L'acceptation d'une transaction n'a absolument rien à voir avec un aveu de culpabilité, hein. C'est simplement le fait de trouver un accord et joue dans la balance beaucoup l'image négative de la chose, mais ça ne veut pas dire que eux, ils sont convaincus d'avoir tort. Mais par contre, ils savent que s'ils vont plus loin, même s'ils sont gagnants, ils vont quand même peut-être plus perdre parce que la presse va en parler plus longtemps, par exemple. Oui, oui, c'est un accord à l'amiable Ouais, pour mettre ouais, fin ouais. aux démarches, mais ça montre en tout cas qu'il y a une reconnaissance, enfin, il y a une légitimation du combat qu'a mené Hop, parce que du coup, ça a porté ses fruits. Et sur les chargeurs, par exemple, sur l'universalité des chargeurs, je le dis pas bien, mais sur la question, voilà, des chargeurs universels, qui a aussi fait hein, plier Apple sur cette question. Peut-être que tu allais nous en parler après, Samuel, je sais pas. Bah, ça, c'était un gros combat, mais en effet, bon, on va pas rentrer dans un débat juridique, mais il se trouve qu'au-delà de cette amende, ils ont aussi dû mettre un message d'excuse sur leur site, etc. Donc, il y a quand même une sorte d'aveu de culpabilité. Mais en effet, c'est pas, le terme n'est pas celui-là juridiquement. Euh, et j'en viens parce que je pense qu'on peut passer sur certains aspects. Vous connaissez les questions sur la consommation responsable. Sur la consommation responsable, on va essayer de trouver des alternatives à l'achat neuf, etc. Cependant, il faut quand même se rendre compte du besoin d'avoir une action systémique, puisque comme le montrait l'étude Faire sa part, la réduction de nos impacts par les gestes individuels, elle fait qu'une partie du chemin.
par rapport à la réduction de notre empreinte carbone. Et donc, l'important pour nous, c'est d'avoir un combat pour faire évoluer la loi. Alors, Elsa a mentionné le fait que maintenant, il y a un chargeur universel qui s'impose en Europe. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas grâce à nous, ça a commencé dès 2013 ou même avant. Donc, pardon, il y a un petit peu de bruit. Mais en effet, on a essayé de plaider en ce sens et ça a abouti l'an dernier. On a plusieurs combats. On a mené un livre blanc avec 50 mesures. Et vous pourrez les regarder, il est en accès libre évidemment. Il y a des mesures au niveau local, c'est aussi comment monter une bricothèque, comment une ressourcerie, etc. Les achats durables et tout. Il y a des actions nationales, des actions européennes. Bon, au niveau national, qui est sans doute là où on a eu le plus de prises et des vraies avancées, il y a le côté mieux informer le consommateur, sur lequel je peux revenir puisque nous avons l'indice de réparabilité qu'on a obtenu, hein. C'est un des sujets sur lesquels on a essayé de mettre la pression sur Emmanuel Macron et sur le gouvernement. Et en effet, la loi AGEC a mis en place cet indice depuis 2021 sur certains nombres de produits. Cet indice, là, on est dans l'actu, puisque le 8, il y a 2 jours, l'indice de durabilité s'est appliqué maintenant pour les lave-linges. Euh, il y avait déjà depuis le début d'année l'indice de durabilité sur les télés. Alors, j'en dis peut-être un petit mot, c'est que l'indice, c'est donc une note hein, qui permet de comparer pour le consommateur. Le premier, la réparabilité, va donc vous dire si le produit est réparable. Pour nous, ce qui est important, c'est surtout de savoir si le produit est durable, s'il est robuste, puisqu'à la rigueur, c'est même bien qu'il n'y ait pas besoin de le réparer. Cependant, c'est beaucoup plus dur à mesurer, c'est question de fiabilité, de robustesse, de modularité. Et donc, d'une manière pragmatique, un petit peu, le gouvernement a fait des groupes de travail et a commencé par le côté réparabilité. Il faut savoir 2 choses aussi, que l'indice de réparabilité, c'est pas que de l'information, maintenant ça commence à être, comme je le montre avec le petit graphique en bas, un petit bonus. Alors c'est trop faible pour nous, mais c'est le fait d'essayer d'inciter de plus en plus. Donc ça, c'est à travers les éco-modulations des filières REP, responsabilité élargie du producteur. Donc il y a ce petit bonus pour les produits les plus réparables. Pour nous, il faut qu'il y ait un bonus plus important et aussi un malus sur ceux qui ont la pire note. Si je vais même plus loin, pour nous, il faut que les produits qui ont une note inférieure à 5 ne soient pas commercialisés, ne puissent pas l'être, un petit peu comme ça l'a été sur les produits étiquette énergie trop faibles. Il faut savoir aussi qu'on a un indice européen qui rentre en vigueur progressivement sur les smartphones, les tablettes, et que c'est un petit peu embêtant parce que la France, elle est en avance, elle met des critères assez élevés. En Europe, c'est plus compliqué, il y a un lobbying qui va dans tous les sens, et donc il n'y a pas toujours les mêmes critères. Donc se pose toujours cette question de l'harmonisation entre le marché et les critères donc, de ces indices, et dans quelle mesure on peut garder nos spécificités françaises. Et aujourd'hui, sur ce sujet-là, tu as l'impression donc il y a un nivellement par le bas, mais la France, en tant qu'État ou à travers des associations telles que la vôtre, elle est fer de lance un petit peu sur ces sujets. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au niveau du Ouais, plaidoyer comment c'est structuré et comment vous avez une action très juridique et très plaidoyer? Donc je pense que ça intéresserait ouais, notre audience de savoir un petit peu plus comment ça se passe au concret au Parlement. ouais. Oui, alors nous, participe au niveau national à tous les groupes de travail. Et il faut savoir qu'en général, un groupe de travail, il y a surtout des fabricants, l'industrie et les distributeurs, de très peu le côté ONG, quoi. Et que c'est pas facile d'être expert un petit peu par rapport à des fabricants de ces produits. Et nous qui collectons les avis des consommateurs, avons des experts partenaires, mais on ne peut pas techniquement suivre très facilement. Donc on suit ces groupes de travail, mais au niveau européen, en effet, il y a donc 27 positions possibles des différents États membres. Et en l'occurrence, on a une directive récente du droit à la réparation
qui dit qu'on va mettre en place un indice de réparabilité progressivement en Europe. C'est très bien. Pour nous, c'est important. Enfin, nous, notre combat a plus de sens si on arrive à étendre ces législations à l'échelle européenne. On peut y perdre un petit bout d'ambition si ça vaut le coup de jouer sur tout le continent. Cependant, il y a des vraies difficultés parce que il y a un vrai risque de greenwashing derrière ce qui se trame au niveau européen, parce que l'indice de réparabilité au niveau européen ne prend pas en compte, par exemple, le prix des pièces détachées. Or, le principal obstacle à la réparation, c'est le coût. Et si on ne prend pas en compte le prix, eh bien, on ne renseigne pas vraiment le consommateur sur la réparabilité du produit. Donc, le fait d'avoir ce type d'indice au niveau européen, il faut faire assez attention. Pour l'instant, les arbitrages ne sont pas complètement favorables puisque, par exemple, ce prix n'est pas intégré. Donc, on se bat avec d'autres, hein. Il y a plusieurs fédérations, d'associations. Nous, on est petits, on ne peut pas être partout à Bruxelles, mais on essaye de travailler pour que ce soit ambitieux. Et c'est un des défis en ce moment du lobbying, d'arriver à consolider ce qu'on a obtenu en France. Parce que là, c'est pas suffisant d'être sur ces produits, il faudrait être sur tous les produits. Il faudrait aller sur la durabilité, il faut augmenter les bonus, etc. Et en même temps, à ce que l'extension en Europe ne soit pas sur un petit dénominateur commun. Et ça, j'espère qu'on y arrivera. On fait des pétitions, on fait plein de choses. Mais c'est difficile au niveau européen. Le rapport de force est un peu moins favorable à l'environnement et aux consommateurs, entre guillemets. Ok. Et Euh, ouais, il y vas-y. a une autre avancée importante, et puis après, je vais peut-être laisser la parole, mais c'était sur... non, pour info, on a fait une étude sur les véhicules électriques et leur réparabilité. Vous pourrez regarder si vous voulez, c'est un des sujets d'actu. Mais sinon, c'était le fonds réparation, le bonus réparation, vous en avez peut-être entendu parler. On est très fiers aussi de l'avoir inscrit dans la loi AGEC à travers nos amendements. Parce que ça joue sur cet obstacle à la réparation. Que le principal, je le répète, le coût. Il manque aussi de réparateurs. Il y a d'autres problèmes dans la réparation, mais le coût est central. Et donc, depuis fin 2023, on a un fonds qui donc aide le consommateur avec des forfaits qui vont de 5 à je ne sais plus combien, 30 euros, à faire réparer un objet, donc soit les équipements électriques électroniques, les meubles, les Et jouets. tes chiffres le montrent, Samuel, il y a une réserve, une manne qui n'a pas été utilisée dans le fonds réparation. Exactement. Il a été vraiment utilisé un tout petit peu par rapport à l'enveloppe qui était prévue. Mais Il y ça a eu... s'améliore. Ça s'améliore, tu dis, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on avait utilisé peut-être 1% de l'enveloppe sur les 6 premiers mois, mais là, 63 millions sur 202, ça commence à être, on va dire, un tiers. Donc clairement, il faut faire beaucoup plus, mais ça commence à avoir un effet. Mais donc, les leviers économiques, c'est un des leviers, mais évidemment, il y a aussi le changement de pratique et combattre un peu la culture du neuf et faire avancer justement une culture de la réparation. On est une génération qui a clairement perdu cet attrait hein, pour la réparation. Et donc, ça, c'est bah, du changement de culture, changement voilà, de fond, changement de paradigme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un peu plus long, mais en tout cas, sur les actions de sensibilisation à la réparation, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut visibiliser ces options, en fait, avant l'option d'achat, quoi. Oui, Euh, il y a des obstacles aussi. Pour info, c'est que les réparateurs, ils doivent se faire agréer. Il y a des Quali Répar ou différents types de labels, que du coup, c'est de l'administratif, que c'est un peu coûteux, etc. Donc, il y a hmm. ce genre d'obstacles qui sont insupportables et qui font que, il y a aussi pas beaucoup de réparateurs qui le font savoir. Les consommateurs sont-ils au courant? On a fait une enquête, ils étaient à peu près à la moitié, je crois, être au courant. Donc, il y en a plein qui ne le sont D'accord. pas. Voilà.
Bon, bah, très bien. Samuel, je te propose qu'on ouvre les questions dans la salle. Notamment, il y avait une question qui revient sur comment on prouve le délibéré d'une volonté d'obsolescence ou en tout cas d'une obsolescence constatée. Eh bien, on ne le prouve pas très facilement. Donc, nos enquêtes, nos plaintes, c'est un gros travail, hein, c'est des centaines de pages avec des avocats. On ne sait pas encore, hein, parce que là, on attend toutes les autres plaintes là mettent beaucoup de temps. 2017, vous savez, sur les imprimantes, c'est censé arriver bientôt, mais on ne sait pas encore si ça va vraiment être condamné. Et donc, il y a des faisceaux d'indices, quoi. Et notamment, un des indices importants, c'est qu'il n'y a pas d'autre raison, selon nous, que le fait que ce soit délibéré. Il n'y a pas d'autre raison de le faire. Il n'y a pas de raison technique, notamment, derrière ces pratiques. Ok. Il y a une question qui fait sourire, c'est celle d'Aurélie. Est-ce qu'Apple n'est pas devenu exemplaire en matière de lutte contre l'obsolescence? Alors, je crois que la réponse, c'est plutôt non. Mais C'est un peu provoque, mais en même temps, alors, ils sont loin d'être parfaits, on est d'accord là-dessus. Et il y a aussi des gros efforts qui ont été faits pour pouvoir maintenir des applications sur une décennie. Et une décennie dans ce domaine-là, c'est l'équivalent de 4 ou de 10 générations pour un être humain. Si vous voyez ce que je veux dire en termes de cycle de vie produit, etc. Et donc, ma question, c'est pas de dire donc ce qui vient d'être dit, c'est faux, ou bien au contraire, mais c'est que j'aimerais avoir votre point de vue, Samuel, sur que répondre à ça, parce que c'est pas tout noir non plus, effectivement, et peut-être en termes d'ordre de grandeur ou en termes de voilà, on se rapproche de la vérité quand on est dans la nuance, et c'est ça j'aimerais avoir dans votre réponse, si possible. et j'ajouterais du coup, Samuel, est-ce que tu as d'autres exemples par lesquels vos actions ont permis vraiment d'attaquer le sujet de l'éco-conception? Et il y a des boîtes donc, qui ont rejoint le club de la durabilité, mais il y en a peut-être d'autres qui ont carrément eu des gros changements dans leurs produits à faire et vous avez eu des retours là-dessus? Oui, alors bah, c'est deux questions. Apple, globalement, nous, on n'a pas spécialement envie de s'acharner contre eux. Quand on s'est posé la question, là, de la dernière plainte sur la sérialisation, à peu près toutes les marques en font. Mais malheureusement, on a constaté que celle qui en faisait le plus, c'était Apple, et donc c'est eux qu'on a attaqué. Mais en soi, on pouvait très bien attaquer Samsung ou d'autres. Et c'est vrai que sur certains produits, il y a des iPhones ou des ordinateurs qui sont très durables chez Apple. Donc, il y a un petit peu de contradictoire, c'est-à-dire que on a quand même considéré que ces stratégies étaient assez systémiques chez eux. Voilà, cette mise à jour a été très documentée pour ralentir les appareils, les cas de sérialisation, etc. Et donc, ça méritait qu'on mette le doigt dessus. Mais en effet, c'est loin d'être les seuls, d'une part. Et puis, il y a aussi des produits sur lesquels ils arrivent à se distinguer par leur fiabilité. L'éco-conception, on essaie de la promouvoir et c'est pas facile. Et ces modèles économiques, on voit qu'il y en a plein qui se cassent la figure en même temps, hein. Enfin, qui pitent les bouilloires, l'increvable, la machine à laver qui n'a pas réussi à être vraiment prototypée, etc. Il y a parfois des buzz comme ça, on dit génial, ça se lance et en fait, ça ne trouve pas son marché. Et d'autres, en effet, qui réussissent à faire évoluer leur modèle. Bon, bah, on parle par exemple de Fnac Darty qui lance Darty Max et qui arrive à une sorte de service après-vente avec un forfait mensuel de réparation qui est très intéressant en termes d'économie de ressources. Donc, donc on a cet tâtonnement économique, on est dans un marché en effet mondial où à un moment le surcoût se paye et où il faut avoir un ensemble de mesures législatives, fiscales, etc., qu'on n'a pas encore réussi à avoir pour que vraiment les conditions de l'éco-conception soient réunies. Mais c'est dur d'y répondre en 2 minutes. Oui, mais merci beaucoup.
Merci Aurélie pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, Alors, moi, j'ai vu Anne-France? une question intéressante, c'est quand on dit que l'obsolescence programmée pour but de diminuer la durée de vie, comment cette durée de vie, elle peut être estimée? C'est une durée de vie par rapport à quoi? La durée optimale d'un produit, la durée sur le marché, la durée des produits des concurrents? Enfin, c'est quoi les critères que vous utilisez pour justifier ça? Enfin, pour essayer de trouver la raison de ça. Oui, d'autant qu'il y a plusieurs définitions. Il y a la durée de vie, mais il y a la durée d'utilisation. On sait bien que la durée de vie n'est pas la même selon l'utilisateur A ou l'utilisateur B. Et donc, faut se méfier des termes un petit peu génériques. Et c'est pour ça qu'on mène pas forcément des plaintes sur tous les produits sur lesquels on enquête, où on voit qu'il y a des problèmes, on interpelle, mais parfois on trouve que juridiquement, on n'arrive pas à prouver ou à montrer qu'il y a ce raccourcissement de la durée de vie du produit sur les lave-linges, sur les collants, etc. On n'arrivait pas à avoir assez d'éléments techniques. Donc, ça n'empêche pas que c'est des enquêtes qui sont utiles, hein, je pense, pour notre connaissance globale. Et souvent, c'est par rapport, en effet, à une moyenne constatée, euh, par rapport à des enquêtes consommateurs. Mais il faut savoir une dernière chose, c'est que le thème de la durée de vie est assez largement tabou, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des statistiques officielles sur la durée de vie. Et l'évolution de la durée de vie des produits, ce qui est une des difficultés pour nous, parce que c'est pas sûr que notre durée de vie des produits augmente, et malgré cette prise de conscience qu'on espère être croissante. Donc, on est quand même vite dans le secret industriel, entre guillemets, et des données confidentielles. Donc, c'est là encore beaucoup de critères pour estimer une durée de vie moyenne et comparer. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est comment telle stratégie raccourcit en pratique la durée de Hmm. vie, puisque on a clairement telle marque a mis en place cette mise à jour et ce qui a telle conséquence. C'est pas en soi. Enfin, c'est derrière ces actions précises qu'on peut définir un impact en termes de durée de vie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Samuel. Déjà! Et oui, déjà, ça passe vite. Bon, bah, En tout merci. cas, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé les dessous de Hop et du travail que vous faites. On imagine vraiment les heures d'enquête et de travail juridique qu'il peut y avoir derrière tout ce boulot. Je ne sais pas si c'est des avocats bénévoles ou je ne sais pas qui sont les équipes derrière qui font ce travail de fourmi, mais en tout cas, on mesure un petit peu le boulot qu'il y a derrière. Donc, merci d'être là et merci de faire avancer les choses sur ce front parce qu'on est fiers d'avoir des acteurs comme vous en France et en Europe, évidemment. Donc, merci beaucoup, Samuel, et merci à tous d'avoir été là. Pour écouter Samuel, le replay sera disponible évidemment pour ceux qui n'étaient pas là. Bah, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Très belle journée à vous. Au revoir.